il y a cette opposition entre deux façons d'être philosophe, deux façons de penser le monde, deux façons d'aborder le monde, une façon qu'on dira héraclitéenne, et qui consiste à se désespérer de ce que les choses soient comme elles sont, qui consiste à être pessimiste, on dira, et puis de l'autre côté, une vision plutôt tragique. Le pessimiste voit le pire partout, le tragique voit le réel comme il est, je dirais, l'optimiste voit le meilleur partout, mais la position tragique de Démocrite m'intéresse parce que Démocrite nous dit que le réel est ainsi, qu'on ne le refera probablement pas, et qu'il faut en rire. Et c'est un grand rire qui secoue Démocrite, mais aussi tout un lignage philosophique dans lequel j'ai l'audace de m'inscrire, parce que je pense effectivement sur le mode binaire, j'aime beaucoup le binaire, parce que j'adore les barricades, il faut être d'un côté ou de l'autre des barricades, qu'il y a deux façons de faire de la philosophie, au moins une façon qui suppose la résistance et une façon qui suppose la collaboration. Le mot est violent, les deux mots sont violents parce qu'ils renvoient explicitement à des situations historiques évidemment chargées, mais oublions ce moment spécifique de l'histoire pour penser qu'effectivement il y a des philosophes qui collaborent au pouvoir, Platon par exemple, et puis des philosophes qui résistent au pouvoir et qui n'entendent pas apporter leur savoir, leur connaissance, leur culture aux tyrans, aux princes, aux rois, soit pour en faire un roi philosophe, soit pour en faire un philosophe roi, ce qui était, comme vous le savez, la grande obsession de Platon et la grande obsession d'un certain nombre d'intellectuels d'aujourd'hui qui sont proches du pouvoir, quel qu'il soit, une fois à droite, une fois à gauche, donc pas la cruauté de donner quelques noms, vous les avez tous en tête. Donc la liste est longue des philosophes qui collaborent, la liste est courte des philosophes qui résistent. Et tous ces philosophes qui résistent sont des philosophes qui rient, qui sont des grands rieurs ou des grands riards, pour le dire dans l'expression de Montaigne, qui lui aussi était un grand amateur de Démocrite. Et j'ai créé l'Université populaire à Caen, en province où j'habite, comme vous le savez, pour enseigner cette philosophie alternative, cette contre-histoire de la philosophie, en disant il y a bien sûr les Platon, les Descartes et les Kant, l'institution, la pensée institutionnelle, la pensée qui permet au monde d'être ce qu'il est, de ne pas bouger beaucoup. C'est-à-dire on y apprend à vénérer la religion de son roi et de sa nourrice, comme disait Descartes, on doute de tout, sauf de la religion de son roi et de sa nourrice, dit Descartes. C'est quand même pas douter de beaucoup quand on épargne la monarchie et quand on épargne le christianisme. Et on enseigne la philosophie comme une discipline qui serait susceptible de créer des citoyens, des individus libres, indépendants, autonomes. On prétend qu'avec les programmes du bac, on fabrique des consciences critiques. Ça n'est pas avec Platon, ça n'est pas avec Descartes, ça n'est pas avec Kant qu'on va fabriquer des consciences critiques, c'est bien plutôt avec des gens comme Démocrite, comme Épicure, comme Lucrèce et d'autres, ceux que j'enseigne, et qui singulièrement fabriquent un lignage, produisent un lignage. Et on peut dire de Démocrite qu'il invente le lignage du philosophe rebelle, du philosophe résistant. Alors pas forcément sur le terrain de la politique, parce qu'il n'y a pas de programme politique à proprement parler qui soit rebelle, révolutionnaire chez Démocrite, évidemment, mais il y a une façon de proposer un rapport à soi, un rapport aux autres et un rapport au monde qui, à mon avis, est un rapport de résistance, qui consiste à dire que l'autonomie au sens étymologique, c'est-à-dire le fait de faire sa propre loi, d'être à soi-même sa propre loi, le fait de ne dépendre de rien ni de personne, tout ça c'est ce qui constitue la véritable sagesse. C'est une sagesse antique que je vous propose ce soir pour une sagesse postmoderne. Pas très intéressant de faire de l'histoire de la philosophie simplement pour faire de l'histoire de la philosophie, comme on ferait de l'archéologie par exemple, en faisant ressortir une jolie bâtisse dans laquelle on ne pourrait plus rien faire, si ce n'est être dans une logique muséale. On ne va pas faire du musée avec Démocrite, il s'agit d'aller le chercher, de le lire, de voir ce qu'il nous dit et de voir ce qui est en fait un intempestif, pour utiliser l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais d'actualité parce qu'il est toujours d'actualité. Vous avez des gens qui ont disparu de nos lignes de mire parce qu'ils ont été dans un temps à la mode et puis ils ont disparu, puis vous avez des individus qui durent et vous verrez dans quelle mesure Démocrite dure. Et ce qu'il nous propose est l'occasion de montrer qu'on peut être démocritéen, mais qu'en fait, derrière le nom de Démocrite, il y a une tradition qui est la tradition de la philosophie matérialiste. Je vais faire donc un éloge du matérialisme parce que les grands rieurs sont des matérialistes. Un matérialiste, c'est celui qui, comme dit Albert Lange, qui a écrit une histoire du matérialisme, se contente du monde comme il est. C'est quelqu'un qui ne va pas chercher des raisons au monde en dehors du monde. C'est quelqu'un qui ne croit pas aux arrière-mondes. C'est quelqu'un qui dit il y a un monde, il n'y a que de l'immanence. Contentez-vous de celui-ci, faites avec, et vous verrez, il est susceptible, ce monde, de vous donner une joie immense. Quelques mots sur la biographie de Démocrite, parce que vous savez peut-être que j'aime que les philosophes mènent des vies philosophiques,
Et l'examen de la biographie, à mon avis, est une occasion de valider ou de ne pas valider une pensée. Je ne songe à aucun philosophe contemporain, je n'aurais pas non plus cette cruauté-là, mais certains explosent dans la seconde qui suit cet exercice. Si vous commencez à voir, je prends un Kantien par exemple, je le prends comme ça par hasard, et puis un Kantien dans ses œuvres, et puis la biographie du Kantien en question, eh bien vous voyez parfois qu'il n'y a de kantisme que sur le papier, et à mon avis ça suffit pour discréditer le philosophe. Il vaut mieux un petit philosophe, ou un philosophe moindre je dirais, mais qui mène une vie philosophique, ou qui tâche de mener une vie philosophique, comme ça se faisait dans l'Antiquité grecque et romaine, plutôt qu'un théoricien parfait, mais qui serait un administratif ou une espèce de fonctionnaire ou un bureaucrate de la philosophie, qui serait philosophe de 9h à midi, de 2h à 6h, qui arrêterait le vendredi soir, qui reprendrait le lundi et qui partirait à la retraite à 60 ans. Donc je crois qu'il y a une proposition philosophique dans l'examen de la biographie, qu'il y a une grande tradition de la philosophie structuraliste ou un grand moment structuraliste qui dans les années 70 nous a privés de cette clé-là. C'était plutôt une occasion de faire des lectures extrêmement microscopiques. On allait voir à l'intérieur du texte, on fabriquait au scalpel, on fabriquait un travail au scalpel, on faisait de l'anatomie, peu importe le contexte, le texte seul primé. Moi je crois qu'il n'y a pas de texte sans contexte, parce que nous sommes dans l'histoire. Et c'est ça qui est important. Nous sommes des citoyens, nous sommes dans une époque, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une géographie, et ça ne signifie pas la même chose que de naître ici ou ailleurs, que de naître dans un quartier chic d'une ville postmoderne européenne, ou de vivre dans une ville surpeuplée d'Inde, par exemple. Donc il y a une biographie de Démocrite, bien sûr, et c'est Diogène Laërce qui nous la donne. Diogène Laërce est un individu que je vous invite à lire, à relire et à méditer régulièrement. Ses vies, opinions et sentences des philosophes illustres sont une espèce de fouillis extrêmement intéressant, très désordonné, mais c'est rempli d'informations. Et on peut y passer une vie entière. Plus tard qu'était le maître à penser de Montaigne, je pense qu'il aimait aussi Diogène Laërce, bien sûr, mais Diogène Laërce peut être l'occasion vraiment de lire, de relire, de reprendre, et vous verrez des vies philosophiques, des existences poétiques. Alors évidemment, il y a de la licence poétique, et puis il y a des éléments probablement réellement biographiques, et puis il y a des mélanges, dans des moments où, après tout, la fable peut exister, coexister ou cohabiter avec la raison. Ça n'est pas forcément tout à fait gênant. Et la fable est intéressante parce qu'elle nous dit des choses rationnelles, bien sûr. La réputation de Démocrite, c'est qu'il est un encyclopédiste. C'est extrêmement intéressant de penser également le philosophe comme un encyclopédiste ou comme un médecin généraliste. Vous avez des gens qui sont des généralistes extrêmement spécialisés d'une question, des gens qui sont dans le forage, qui travaillent sur un petit espace mais très en profondeur, et puis d'autres qui sont plutôt sur la logique encyclopédique et qui pensent qu'il faut travailler très en surface, peut-être parfois au détriment de la profondeur, mais qui suppose que l'intuition peut parfois, l'intuition, la proposition, la lecture poétique, peut parfois suppléer la lourde analyse dialectique. Donc je pense que l'idée que Démocrite soit aussi un encyclopédiste, qu'il ait touché à tous les sujets, c'est une idée extrêmement intéressante. Et puis vous avez des anecdotes. Alors on ne sait pas par exemple pourquoi il nous dit que qu'il souhaite, quand il sera mort, qu'on garde son corps dans du miel. Alors on se demande ce que ça peut bien vouloir signifier. Et puis de temps en temps, quand on réfléchit sur des questions comme celle-ci, on se dit parfois qu'il y a une erreur de copiste et que ce n'est pas forcément dans du miel. Mais on peut aussi s'exciter une vie entière sur ce sujet-là. Je pense que cette information-là renvoie au matérialisme de Démocrite, et que la question du corps renvoie à la question des atomes, renvoie à la question des particules, renvoie à la question de la matière et du vide dans lequel tout ça s'organise. Et l'essentiel de la philosophie matérialiste se trouve raconté dans des histoires comme celle-ci, ou dans des anecdotes de ce genre. Il y en a une autre qui est célèbre. On voit Démocrite voir une jeune fille, qui va passer une jeune fille un soir, et qui lui dit « bonsoir mademoiselle », et qui le lendemain matin la voit passer et lui dit « bonjour madame ». Et il se fait qu'effectivement, dans la nuit, elle avait connu un homme. Et on se dit, c'est drôle, quelle prescience chez cet individu, mais c'est toute une anecdote qui est susceptible d'une lecture matérialiste, parce qu'il s'agit de savoir que les atomes d'une jeune fille ne sont pas les atomes d'une femme qui a connu un homme, et que les odeurs, les parfums, les simulacres, c'est-à-dire les choses qui se détachent dans l'atmosphère et qui circulent en permanence, nous sommes saturés de simulacres là ce soir, pendant que vous m'écoutez, eh bien ces simulacres de vierge ne sont pas les mêmes que les simulacres de la femme, et qu'un philosophe digne de ce nom sent la modification des simulacres. Donc bonjour mademoiselle, bonjour madame, ça renvoie à la sagacité du philosophe matérialiste. C'est aussi un personnage de contraste, puisqu'il est une vraie vedette.
C'est quelqu'un dont on parle beaucoup à l'époque et qui est très, très lu, très aimé. Il lit son grand système du monde en public et à l'époque bénit, les gens donnent de l'argent aux philosophes qui lisent leurs textes en public. Et en même temps, ce personnage extrêmement célèbre vit dans une petite cabane fabriquée dans le jardin de sa maison. Il y a une maison, il y a un jardin et au fond du jardin, il a installé une petite cabane parce qu'il y vit là tranquillement et loin du monde. C'est également un philosophe emblématique du rire. Je vous le disais tout à l'heure, depuis la Renaissance, c'est la représentation habituelle, c'est-à-dire Héraclite qui pleure et Démocrite qui rit. C'est donc un personnage qui est le philosophe emblématique du rire, mais qui en même temps fréquente les cimetières. On le voit régulièrement arpenter les cimetières, lieu de méditation, mais c'est aussi une leçon matérialiste parce que la vie c'est la mort, c'est l'avers et le revers d'une même médaille. Et on ne peut pas faire sans la mort, il faut la penser. Et peut-être d'ailleurs que la véritable tâche de la philosophie, c'est non pas tant de penser la vie seule, mais de penser la vie dans sa perspective qui est la mort, qui est la fin, qui est le néant. Pas véritablement le néant, puisque pour un matérialiste, il n'y a pas de néant, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrêt définitif, il y a simplement des configurations nouvelles, des agencements de matière qui se refont. Et vous verrez, c'est une perspective éthique assez joyeuse. On nous propose des anecdotes qu'il faut mettre également en perspective pour comprendre que c'est un aveugle clairvoyant. Vous savez que dans la mythologie, ce sont souvent les aveugles qui voient le mieux et qu'on a utilisé cette information-là pour faire de telle sorte qu'un jour, Démocrite, nous dit-on, mais c'est une information qui est reprise à un père de l'Église, et les pères de l'Église sont tous des mauvaises langues, et ils nous disent qu'il aimait tellement les femmes, les jeunes filles et les femmes, les jeunes filles du soir et les femmes du matin, qu'il utilisait un miroir pour attirer les rayons du soleil sur ses propres yeux pour se rendre aveugle. On n'est pas sûr que la chose se soit passée vraiment comme ça, mais l'anecdote est intéressante parce que celui qui se prive de vue extérieure, je dirais la vue classique, augmente sa perspicacité, sa sagacité et son savoir véritable, l'œil de la connaissance qui est le seul œil. Autre petit paradoxe qu'on pourrait mettre en perspective en glanant ça et là des informations sur la biographie, c'est un pré-socratique, et vous verrez que je vais tâcher de démonter cette légende, et en même temps un intempestif. Donc c'est un pré-socratique en tant qu'il est daté d'une époque, avec des dates qui en font théoriquement un personnage qui pense avant Socrate, mais vous verrez, c'est un personnage qui peut penser aujourd'hui, qui pourrait penser aujourd'hui, qui nous permet, avec les phrases qui nous restent de lui, et qui permet de saisir la modernité de notre époque. Vous savez comment les choses fonctionnent, les livres ont été perdus, ont été recopiés, quand on a changé de support, on a utilisé des copistes. Les copistes ont souvent été des moines, et les moines rebricolaient, ou quand il fallait utiliser des peaux d'animaux, et qu'il y avait vraiment beaucoup de peaux d'animaux pour faire un Nouveau Testament, par exemple, il fallait un troupeau de 300 bêtes, eh bien on grattait les peaux, et puis on réécrivait sur des palimpsestes, et donc on faisait disparaître un certain nombre de textes. De fait, quand le christianisme a triomphé, eh bien, il a utilisé tous les supports qui ont permis la reproduction de la pensée matérialiste pour les effacer, et on a recopié par-dessus tout ça des textes testamentaires, néo-testamentaires ou des commentaires, ou toute la patrologie, toute la patristique qui s'est retrouvée recopiée sur des textes qui ont donc été effacés. Donc c'est difficile de conserver des livres entiers de tel ou tel. Comme par hasard, on a tout Platon, mais comme par hasard, on n'a que des extraits, des fragments de Démocrite, et on est allé les chercher dans des doxographies, c'est-à-dire quand quelqu'un disait machin dit que, etc., Démocrite pense que, 2 points, 3 lignes, eh bien on extrait ces choses-là et on finit par avoir un corpus qui est évidemment très, très explosé. Donc c'est assez difficile aussi de tout remettre en perspective. Il faut jouer avec l'anecdote, il faut jouer avec la fable, avec le mythe, avec la raison, et puis il faut jouer aussi avec les manques, avec les trous, avec les disparitions que la culture a pu faire, et puis que la nature a pu faire aussi. Parfois les supports ont pourri, ont disparu, ont été perdus, les bibliothèques ont été incendiées, elles ont été enfouies sous le sable. Enfin, donc c'est difficile de travailler sur un corpus qui est fragmentaire, et c'est le cas de Démocrite. C'est un matérialiste emblématique, et c'est ça qui est intéressant, parce que je parle sur ce terrain-là moi aussi, et la chose est assez facile à faire aujourd'hui. Vous pouvez poser la question, idéaliste ou matérialiste, c'est une question extrêmement simple. Tout n'est pas dit quand on a dit ça, bien sûr, mais vous avez déjà une ligne de partage qui est extrêmement intéressante, et il inaugure, je dirais, le lignage matérialiste, si tant est qu'on néglige le CIP, dont on ne sait rien,
on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, mais qui précède théoriquement, qui est contemporain de Démocrite et qui aurait pu être le maître, ou la maîtresse, on dira, de Démocrite. Mais la pensée matérialiste se fabrique à Abdère, ce sont les abdéritains, donc, qui vont proposer un corpus qui va donner ensuite Épicure, qui va donner ensuite Lucrèce, puis Philodème de Gadara, et puis Diogène de Nanda, qui sont les derniers des épicuriens. Le christianisme arrive au pouvoir, écrase tout ça, écrase tout matérialisme, parce que le matérialisme, c'est la résistance au christianisme, c'est la résistance à la religion, à cette époque comme aujourd'hui. Et on va donc discréditer cette philosophie-là, on va la détruire physiquement, réellement, on va la brûler, on va pourchasser des philosophes, on va fermer des écoles, parce qu'il y a dans le matérialisme une potentialité radicalement subversive. C'est un personnage intéressant parce qu'il effectue des voyages, notamment en Inde, et quelques-uns le savent peut-être, mais je trouve que le berceau de toute pensée est probablement indien. C'est-à-dire qu'on a une vision européano-centriste qui nous fait dire que la philosophie naît en Grèce au 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'elle remplace le mythe, enfin toute la pensée de Jean-Pierre Vernant et de quelques autres qui contribuent à dire ce genre de choses. Il y aurait une espèce de miracle grec, rien avant, et puis d'un seul coup, l'invention, comme par hasard dans un territoire de l'Europe, comme par hasard chez des Blancs, et on aurait l'invention de la philosophie, l'invention de la sagesse, l'invention de la raison. Or, nombre de philosophes, Pythagore par exemple, le premier, mais Démocrite aussi, sont des gens qui sont allés faire le voyage en Inde, et qui ont rencontré, il est allé aussi chez des mages chaldéens, Démocrite, et ils sont allés visiter des sagesses de cette époque-là. Et on parle des gymnosophistes, c'est-à-dire des sages nus, et ces gymnosophistes sont probablement les prêtres shivaïtes, des gens qui pratiquaient une religion qui précède déjà les Védas, qui précède de tout ce qu'on sait aujourd'hui des sagesses indiennes. On a l'impression que les sagesses indiennes sont très anciennes, ce qui est vrai, mais à l'origine de ces sagesses anciennes, vous avez le shivaïsme, qui est une pensée, je ne vais pas me développer sur ce terrain-là, mais qui est une pensée extrêmement intéressante, puisqu'elle féconde la réflexion d'un certain nombre de présocratiques. Donc c'est un individu qui a voyagé, qui a vu le monde, qui a pensé la totalité du savoir, et son encyclopédisme est l'occasion pour lui de synthétiser la totalité des données accumulées sur le terrain de la rubrique matérialiste, sous la rubrique matérialiste. Il est donc très attaqué, bien sûr, et par le premier d'entre eux, celui qui ouvre la liste des auteurs officiels, ou presque, au baccalauréat, mais c'est aussi le philosophe emblématique de la corporation philosophique et philosophante, je veux parler de Platon, qui fait une impasse totale sur le nom même de Démocrite. C'est-à-dire que si vous achetez Platon en Pléiade, vous avez le choix, vous avez tout Platon en Pléiade, vous l'avez en livre de poche, vous l'avez en édition scolaire, vous l'avez en édition à pas cher, vous l'avez en édition à 1 euro, etc., en long, en large et en travers, dessiné, décoré, illustré, enfin tout Platon est disponible, et rien sur Démocrite. Rien, c'est-à-dire vous n'avez pas une édition, il y a eu une édition en poche, dans un petit livre de poche de Démocrite, sinon rien, et récente encore, sinon rien. C'est toujours un individu qu'on intègre à l'intérieur des présocratiques, mais qu'on ne présente jamais comme tel, pour le noyer, pour l'oublier, pour en faire un personnage et qui ne soit pas trop dangereux. Donc Platon n'en parle jamais dans les 2000 pages de son œuvre complète. Il y a pourtant 2 dialogues de Platon, qui sont le Sophiste et Philèbe, dans lesquels on sent bien que derrière un certain nombre d'attaques, ce sont Démocrite et Aristippe de Cyrène, parce qu'Aristippe de Cyrène n'est pas non plus cité, sauf une fois. La preuve qu'il connaît Aristippe de Cyrène, mais c'est pour lui mettre une petite avoinée, parce que Aristippe de Cyrène n'est pas venu au suicide de Socrate, et Platon trouve ça inadmissible. Ça veut donc dire que Platon connaissait Aristippe de Cyrène, puisqu'il lui en fait le reproche, mais il n'attaque pas la théorie hédoniste d'Aristippe de Cyrène ouvertement, sauf un peu vaguement dans le Philèbe. Il n'attaque pas non plus la théorie matérialiste de Démocrite, sauf vaguement également dans le Sophiste, où il oppose deux façons d'être, deux façons de faire de la philosophie. Il oppose les fils de la terre et les amis des idées. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement 2 lignages. Les amis des idées sont vraiment les platoniciens, les idéalistes, les spiritualistes, les religieux au sens large du terme, ceux qui croient en des arrière-mondes, souvent des gens qui collaborent, pas toujours, mais souvent. Et puis de l'autre côté, les fils de la terre, c'est-à-dire ceux qui ont le souci de la terre, qui ont le sens de la terre, pour le dire dans une expression qui sera celle de Nietzsche un petit peu plus tard dans Ainsi parlait Zarathustra, et qui sont pour le coup des philosophes rebelles et résistants. Il y a une anecdote intéressante, je crois que les anecdotes ont des portées philosophiques chez Diogène Laërce, mais comme partout ailleurs.
Il y a une anecdote intéressante parce que Platon avait le désir de faire un autodafé des livres de Démocrite, ce qu'on dit peu, ce qu'on ne dit pas. Et il était tellement énervé, tellement excité probablement de voir Démocrite si souvent à la télévision, qu'il a décidé de faire des grands brasiers et de détruire l'œuvre complète du personnage qu'il détestait. Et ce sont Amyclas et Clinias, qui sont deux pythagoriciens. C'est un petit peu un paradoxe, parce que les pythagoriciens sont plutôt des sympathisants, je dirais, de la cause platonicienne, quand ils ont suivi leur maître, que des sympathisants de la cause matérialiste, mais ils sont plutôt malins, ils disent à Platon que ça ne servira à rien, il est tellement diffusé, il est tellement édité, il est tellement partout, tout le monde le connaît, ça ne servira à rien, disent les deux pythagoriciens, de brûler l'œuvre complète de Démocrite. Mais nous en sommes toujours là, et nombre des professeurs d'université d'aujourd'hui entretiennent le brasier qui a 25 siècles d'existence. On est toujours dans des brasiers symboliques, on n'enseigne pas Démocrite, on ne le traduit pas, ou on reste sur des vieilles traductions, on ne l'édite pas, on ne fait pas de travaux universitaires, on n'en parle pas, il y a très peu de cours qui lui sont consacrés, et c'est Jean Salem, qui est un philosophe de l'institution, pourtant, qui est le seul à avoir travaillé sur ce sujet-là, et qui lui-même, dans sa thèse, fait savoir qu'il y a effectivement un oubli extrêmement dommageable de la pensée de Démocrite. Ce sont ensuite les pères de l'Église qui contribuent à l'assassinat, parce que quand Constantin prend le pouvoir au début du IVe siècle, alors il y a une espèce de chape de plomb qui s'installe sur l'Europe et sur la philosophie. Il n'est de vraie philosophie que la philosophie chrétienne, on dira. Il faut s'identifier au corps du Christ supplicié, et alors là, on mène une vie philosophique, et la philosophie antique disparaît au profit de ces fameux pères de l'Église, et toute la patristique, vous en connaissez certains, d'autres peut-être moins, tout le monde connaît Saint-Augustin de nom au moins, on connaît peut-être moins Méthode d'Olympe ou des gens comme ceux-là. On connaît un peu Tertullien, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, qui sont des gens qui théorisent la question religieuse et qui considèrent que la philosophie véritable, ça va devenir maintenant l'exégèse du texte néo-testamentaire. Ce sont les moines copistes également qui portent un coup, volontairement ou involontairement. Les moines copistes sont souvent des abrutis, des gens qui ne savent pas forcément lire ou écrire, ou qui ne savent pas non plus véritablement penser, qui ne font que ça, faire de la copie à longueur de journée, et qui recopient parfois des sottises, des bêtises. On n'a pas vraiment non plus à l'époque le souci de la vérité, c'est pas vraiment quelque chose qui existe, ou de la chose entre guillemets qui permettrait de certifier que la chose a été véritablement dite. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous savez, je vous une parenthèse, mais pour vous dire que moi je ne crois pas à l'existence historique de Jésus, mais des gens disent, mais enfin, Flavius Joseph en parle, Tacite en parle, Suétone en parle, oui, une fois chacun. Mais ce sont des ajouts postérieurs, tardifs, qui sont visibles sur des manuscrits du 6e ou du 7e siècle après Jésus-Christ, et qui sont ajoutés par des moines qui se disent « Tiens, Suétone a oublié de parler de Jésus », donc on met 2 lignes en disant « Jésus, Christos ». Tiens, Flavius Joseph a oublié quand même, c'est une grosse affaire, donc on ajoute 3 lignes. Et les gens disent, vous voyez, à l'époque de Flavius Joseph, à l'époque de Tacite, il y avait donc bien un Jésus. Non, ce sont des ajouts qui ont été faits, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement, pas vraiment dans l'intention de nuire, mais c'était une évidence. Je veux dire, l'existence historique et la vérité du christianisme après 5 siècles de puissance chrétienne, c'est la même chose qu'avec 5 siècles, imaginez la chose, avec 5 siècles de pouvoir soviétique en Union soviétique, vous imaginez comment on aurait pu traiter certains philosophes, détruire certains philosophes et encenser d'autres philosophes ou faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a une autre tradition qui détruit beaucoup le corps même, le corpus même de Démocrite, c'est la tradition alchimique ou alchimiste du Moyen-Âge, parce qu'il a été donc le disciple des mages chaldéens, parce qu'il a appris des choses chez ces mages, qui sont souvent des astrologues, mais l'astrologue à l'époque n'a pas grand-chose à voir avec Madame Soleil, ce sont des gens qui essaient de penser la question de l'individu dans le cosmos, et puis ce sont plutôt d'abord des astronomes au sens d'aujourd'hui, et puis ce sont des gens qui parfois induisent ou déduisent un certain nombre d'informations, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'astrologie d'aujourd'hui, et Démocrite a été utilisé, c'est intéressant de le voir installé du côté des ésotériques, on le met du côté de l'hermétisme, du côté des philosophes ésotériques, du côté de la tradition alchimiste, et encore une fois, c'est l'occasion de n'en pas parler. Et puis quand on en parle mal. Donc ça c'est une tradition d'éviction, je dirais. Platon, les pères de l'Église, les moines copistes ou les gens qui font de Démocrite un penseur alchimiste. Et puis il y a une façon peut-être pire encore de le détruire, c'est d'en mal parler, de n'en pas parler correctement. Et ça c'est l'historiographie dominante.
c'est-à-dire les gens qui écrivent des histoires en lisant les histoires des autres, qui eux-mêmes ont lu les histoires des autres, parce que de toute façon on n'est pas payé plus cher quand on ne lit pas que quand on lit. Donc la plupart du temps, les gens qui écrivent des histoires les font faire par 15 personnes, les signent en leur nom propre, ne lisent pas les œuvres complètes, mais font des copier-coller d'un certain nombre d'histoires qui existent déjà, et on reproduit la totalité des sottises. Et 10 sottises réitérées deviennent vite une vérité. Et 10 erreurs ressassées deviennent vite une vérité. Et il y a un certain nombre d'informations totalement fausses sur Démocrite, notamment l'information qui en fait un présocratique. Si vous achetez le volume de la Pléiade, je vous disais tout à l'heure qu'il n'était disponible que dans des éditions où il était noyé, perdu, au milieu de 300 ou 400 autres, c'est le cas des présocratiques. Eh bien, vous avez un volume qui s'appelle Les présocratiques, ce qui veut dire, théoriquement, si on parle à peu près correctement le français, ce sont des philosophes qui précèdent Socrate. Et puis, dans le corps même du livre, on regarde les dates et on se dit Démocrite est né vers 460, il est mort vers 370, Socrate 469 et 399, c'est-à-dire qu'il est plus jeune de 9 ans que Socrate, et qu'il meurt 29 ans après. C'est une drôle de façon d'être un présocratique que de survivre 29 ans à celui qu'on précède. Donc, quand vous prenez d'autres traditions historiographiques, d'autres dates, je n'ai pas très sûr non plus des dates, vous avez parfois jusqu'à 40 ans. Démocrite survit 40 ans à celui qu'il est censé précéder. On se dit, quel intérêt peut-on avoir à faire d'un individu, quelqu'un qui précède Socrate alors qu'il est un contemporain de Socrate? Là encore, lecture idéaliste, historiographie dominante, lecture platonicienne, cartésienne, kantienne, etc., là, la logique habituelle. On a une lecture christique. Vous avez Dieu, puis un jour Jésus arrive. Et bien là, vous avez la même chose avec Platon et Socrate. Vous avez Socrate, et dans la philosophie, c'est comme avant ou après Jésus-Christ. Avant Socrate, il n'y a rien. Il y a des présocratiques, quoi. Il n'y a rien, c'est sans intérêt. Puis après, ça commence. Et alors là, vous avez Platon, et puis voilà. Donc vous avez un Dieu et son prophète. Et on commence à compter à partir de Socrate en disant, voilà, maintenant les affaires sérieuses commencent. Et on se dit, oui, mais enfin, c'est une excellente façon aussi de noyer une pensée extrêmement importante dans un corpus général où il n'y a que des fragments, que des bouts, que des bribes. On connaît Empédocle, on connaît Parménide, mais on connaît moins Antiphon, par exemple, ou d'autres qui ont parfois laissé un fragment dans l'histoire des idées qui se trouve là comme présocratique. Quand vous regardez le corpus socratique, Démocrite, à lui tout seul, c'est 80% du corpus des fameux présocratiques. Donc d'abord, il ne précède pas un personnage qu'il suit, mais ensuite, c'est quelqu'un qui fait 80% du corpus présocratique. En comparaison, Héraclite représente, lui, 6% du corpus présocratique, et Parménide, 3%. Il se fait simplement que ces deux-là, les deux derniers, Héraclite et Parménide, ont été soutenus par Heidegger, et que ce sont des individus, enfin, je dirais bien un peu de mal d'Heidegger, mais on n'a pas de temps, mais ce sont des individus qui ont été encensés à cause de leur obscurité. Héraclite avait un surnom qui était Héraclite l'obscur, et on pourrait dire Heidegger l'obscur aussi, et les philosophes idéalistes ont tout à fait intérêt à l'obscurité. Plus c'est obscur, plus ça paraît profond, et plus on paraît un imbécile si on ne comprend pas l'obscurité, et qu'on dit, mais si on dit que c'est obscur, on va dire, mais vous ne comprenez pas le génie. Or, il n'y a pas de génie. Il n'y a pas de génie. Il y a des choses qui sont, quand elles sont réduites à la simplicité, qui sont des propositions de bon sens, mais ce n'est pas plus génial que ça. Donc on voit simplement que l'université française, qui adore Heidegger, malgré son adhésion au parti nazi de 1933 à 1944, après c'est plus possible, avant c'était pas possible non plus, mais on adore Heidegger, et on adore Heidegger qui dit du bien de Parménide et qui dit du bien d'Héraclite, mais qui ne dit mot évidemment de Démocrite. Heidegger fait partie non pas des fils de la terre, mais des amis des idées, comme vous l'aurez bien compris. Ce qui veut dire qu'on ne le pense pas, on ne le lit pas, on ne le traduit pas, on ne l'édite pas, on le laisse de côté, et quand on en parle mal. C'est-à-dire que c'est assez mal barré. Il y a un tout petit texte de Nietzsche que je commente, en fait. Ce que je suis en train de vous faire ce soir, c'est un commentaire d'une quinzaine de phrases de Nietzsche sur Démocrite, un recueil d'aphorismes, pas d'aphorismes, de fragments divers qui se sont trouvés regroupés un jour sous le titre « Sur Démocrite ». Et Nietzsche écrit, et ça me paraît une phrase magnifique, Démocrite est, citation, « le père de toutes les tendances de l'Aufklärung et du rationalisme ». Le père de toutes les tendances de l'Aufklärung et du rationalisme. C'est extraordinaire. Nietzsche qui nous dit c'est l'inventeur de la philosophie des Lumières.
C'est l'inventeur de la raison raisonnable et raisonnante. C'est celui qui, le premier, met la raison au centre de toute chose. Et il nous dit, Nietzsche, c'est considérable. Alors pourquoi est-ce que dans l'histoire du matérialisme dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Albert Lange, Lange nous dit Démocrite n'est pas très connu, alors il reprend toutes ces choses qu'on savait un peu à l'époque, et il nous dit mais c'est quelqu'un qui manquait d'ambition et qui n'a pas fondé d'école. Et ça c'est intéressant aussi de voir qu'un individu qui ne clame pas haut et clair, ça vaut pour aujourd'hui aussi, hein, mais qui ne clame pas haut et clair de son vivant qu'il est un génie, a des difficultés plus grandes à être un génie que celui qui ne cesse de le dire, à longueur de télévision, de journaux ou d'articles ou d'encensements commandés à ses amis ou à ses copains. Donc il faut croire à soi, dire qu'on est génial, qu'on est incontournable, faire une école et avoir des disciples, des individus qui tournent autour de vous et qui disent du bien de vous et en même temps qui sont des parasites auxquels vous donnez de temps en temps quelques miettes. Et alors à ce moment-là, vous pouvez laisser un nom dans l'histoire. Vous êtes un épicurien. Vous êtes un platonicien, vous êtes un aristotélicien, et puis vous êtes un stoïcien. Vous avez le stoa, vous avez le portique, vous avez le jardin, vous avez ces endroits où des gens font corps et permettent de fonctionner comme une espèce d'entreprise. Ça n'est pas le cas de Démocrite qui a toujours fonctionné seul. Il me semble aussi qu'un bon philosophe, c'est un philosophe solitaire, qui vit la solitude, qui revendique la solitude et qui s'en arrange bien. Ça n'empêche qu'il peut avoir évidemment des amis, des compagnons, des camarades, des gens avec qui il fait des bouts de chemin, dans des logiques contractuelles, mais c'est quelqu'un qui sait que ce qui doit régler l'amitié, c'est l'amitié, c'est pas l'intérêt. Et c'est l'une des explications données par Lange très tôt, donc au XIXe siècle, un livre que Nietzsche a adoré, l'histoire du matérialisme, cette proposition que si vous manquez d'ambition, si vous ne créez pas une école, alors vous ne travaillez pas non plus à votre postérité. Donc c'est l'une des explications possibles. De qui rit-il ou de quoi rit-il Démocrite, puisque je vous disais tout à l'heure, après la présentation de Jean-Michel, qu'il ne s'agissait évidemment pas de faire une analyse du rire. Disait le rire de Bergson, c'est sinistre, vous ne rirez pas du tout. Le mot d'esprit, ses rapports avec l'inconscient de Freud, c'est exactement la même chose. S'il y a quelques histoires drôles, mais quand Freud commence à analyser le Witz, on ne rit pas du tout. Donc c'est une poule aux œufs d'or. Dès qu'on ouvre la poule, on n'y trouve plus rien. Donc il faut plutôt laisser de côté la nature du rire ou l'essence du rire pour voir plutôt l'objet du rire, ce que sont les occasions de rire. Il rit bien sûr de la folie des hommes et du ridicule des hommes. Dans l'anatomie de la mélancolie de Burton, qu'on ne lit pas beaucoup mais qu'on devrait lire, il y a toute une longue préface sur la mélancolie et toute une célébration de Démocrite et toute une déploration de ce que sont les folies des hommes. Les folies des hommes, elles étaient chez Démocrite les mêmes qu'aujourd'hui. C'est la bêtise, c'est la stupidité, c'est l'impavidité, c'est l'amour de l'argent, des honneurs, de la puissance, des richesses. C'est la bêtise, l'orgueil, c'est la méchanceté, toutes ces choses-là. Elles sont éternelles, elles dureront autant que les hommes. Alors on peut vouloir changer le monde, on peut imaginer qu'en changeant le monde, on pourrait changer les hommes également, fabriquer un homme nouveau. Le marxisme y a longtemps cru et toutes les utopies politiques du 19e pensent effectivement qu'on peut modifier l'essence de l'homme. Et puis vous avez ceux qui pensent qu'on ne modifie pas l'essence des hommes et qu'il y aura toujours de la bêtise, de la méchanceté, de la couardise, du mensonge et ce genre de choses. Le spectacle du monde, il sera toujours le même, quoi qu'on fasse. Et le rire de Démocrite, il va sur ce spectacle. Il est dans cette logique du spectacle du monde. Il se dit, voilà, rions-en de ce spectacle du monde parce qu'on n'a pas grand-chose à faire d'autre que ça. Et puis, menons une vie philosophique, parce que ce grand rire est suivi de propositions. Bien sûr, il n'est pas question de se contenter d'un rire jaune, je dirais. Il faut rire pour aller à autre chose. Comme le rire est souvent l'occasion de briser là. C'est-à-dire on rit, on arrête une discussion par un rire et puis on s'en va ailleurs. Et ce qui importe, c'est que le rire ouvre quelque chose de nouveau, une suite, une aventure nouvelle. Et l'aventure nouvelle de Démocrite, c'est la vie philosophique. C'est la grande obsession de la philosophie antique. Et c'est ma grande obsession aussi. C'est-à-dire le retour à cette sagesse-là, qui est une sagesse incarnée. Ce n'est pas une philosophie de papier, ce n'est pas une philosophie théorique, ce n'est pas une philosophie théorétique qui viserait la théorie comme une espèce de pure jouissance pour elle-même, c'est une philosophie qui vise de la pratique. Et cette pratique, elle vise autre chose, et elle vise l'hédonisme. Elle vise le bonheur, la joie, l'ataraxie, le plaisir pris à soi-même, et puis éventuellement le plaisir pris aux autres, et bien sûr le plaisir pris au monde. Alors,
On entrera dans le détail, je vais vous donner 6 occasions de rire aujourd'hui, enfin 6 objets de rire possibles, qui étaient des objets de rire possibles à l'époque de Démocrite également. Je pense qu'on peut commencer par rire de Dieu, et ce qui supposera un éloge de l'athéisme, c'est-à-dire chaque rire sera associé d'un éloge en parallèle, donc rire de Dieu pour faire l'éloge de l'athéisme. On s'est beaucoup trompé sur l'athéisme ou avec l'athéisme, c'est un mot qu'on a utilisé à mauvais escient pendant très longtemps, très très longtemps. C'est-à-dire que quand Protagoras nous dit « des dieux, je ne sais pas je ne peux rien dire, je ne sais pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas », on a dit « Protagoras est un athée ». Non, Protagoras est un agnostique. L'agnostique est celui qui ne sait pas, effectivement, des dieux s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Ça ne fait pas un athée. On a dit d'Épicure qu'il était, et de Démocrite aussi, qu'il était un athée. Épicure n'est pas un athée, Démocrite non plus, ce sont des polythéistes. Ce sont des gens qui pensent que les dieux sont divers et multiples. Et que, comme tout est matière, eh bien, les dieux sont matière aussi. Ce sont des atomes extrêmement subtils qui sont dans les intermondes. On ne va pas rentrer dans la physique ou dans la cosmogonie épicurienne, mais il y a des mondes divers et multiples. Et entre ces mondes-là, vous avez des simulacres de matière subtile qui sont les matières subtiles constitutives de Dieu. Évidemment, ce n'est pas un Dieu aliénant. Ce Dieu-là n'a que faire des hommes. On ne peut pas prier ce Dieu-là, on ne peut pas s'agenouiller devant ce Dieu-là, on ne peut pas lui demander des faveurs. Le rapport qu'on entretient à ce Dieu-là, c'est le rapport qu'un astronome entretient à son étoile, et rien d'autre. Donc on a considéré pendant très longtemps que les polythéistes étaient des athées, ça n'est pas le cas. On a considéré que Spinoza était athée. Spinoza n'a jamais été athée. Spinoza, il est panthéiste. C'est-à-dire qu'il identifie Dieu et la nature. Il écrit dans l'éthique Deus sive natura, Dieu ou la nature. Sous-entendu, quand vous lirez Dieu sous ma plume, eh bien mettez la nature, c'est la même chose. Si vous lisez la nature, mettez Dieu, c'est la même chose également. Deus sive natura, panthéisme, et pas du tout athéisme. On a parlé de l'athéisme de Voltaire. C'est absolument indu. Voltaire n'a jamais été athée. Jamais, jamais, jamais. Il a même écrit des pages extrêmement sévères sur les athées. Extrêmement sévères. Il a corrigé d'ailleurs l'abbé Mélier, qui est le premier athée digne de ce nom. Ça fait une occasion d'aimer un curé. Mais avant lui, il n'y avait pas d'athéisme à proprement parler. Et Voltaire est quelqu'un qui nous dit que Dieu existe, crée le monde, mais n'a pas le souci du monde. Ça définit un déiste, mais pas du tout un athée. Donc l'athéisme, tel qu'il faut le définir, c'est la négation pure et simple de Dieu. L'athée, ça n'est pas celui qui dit que Dieu c'est la matière, que les dieux sont multiples, que Dieu est identifiable à la nature. Ça n'est pas ça, ce sont des façons différentes de croire. L'athée, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. Et qui peut ajouter, et c'est en ça que Démocrite est intéressant, parce que déjà il le dit, il le pense à l'époque, qui peut ajouter que Dieu existe bien sûr, mais comme une fiction. Démocrite nous le dit très précisément, Dieu c'est l'idée qu'on en a. Et quand on a pensé ça, on se dit, ça va quand même très loin, puisque plus tard, beaucoup plus tard, avec Feuerbach, qui écrit 2 livres magnifiques, L'essence du christianisme et l'essence de la religion, on aura véritablement une analyse de l'athéisme. C'est-à-dire que quand Feuerbach fait son analyse, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit Dieu est une fiction, comme Madame Bovary est une fiction, comme le Père Noël est une fiction. Mais ils ont des existences. Et l'existence de Dieu, il en fait l'analyse, Feuerbach. C'est ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas dire que Dieu n'existe pas, mais il faut dire que Dieu, quand il existe, n'est jamais que le produit de l'impuissance des hommes. Et que si on augmente la puissance des hommes, eh bien on fait reculer les occasions de construire de Dieu, du Dieu, du divin ou de la divinité. En autant d'islam montant ou grimpant, ça me paraît intéressant de faire fonctionner les catégories de Feuerbach sur le Dieu du Coran, et on peut le faire fonctionner également sur le Dieu du Talmud et sur le Dieu de la Bible. Donc il y a cette analyse sur la question de Dieu qui suppose que nous pensions en termes de physique. Si vous faites de la physique, alors vous vous dispensez de métaphysique. Vous connaissez l'anecdote probablement d'Aristote classant ses œuvres. Il avait lui aussi écrit sur le mode encyclopédique, et il avait écrit justement sur les météorologiques, sur l'éthique, sur la politique, sur la génération et la corruption des animaux, sur l'histoire des animaux, pardon. Et puis il avait tout classé, il lui restait quelques livres, et il ne savait pas trop où installer ça, il met ça après la physique, métaphysique. Et c'est devenu la métaphysique, c'est-à-dire que quand vous avez épuisé le champ du possible physique, alors vous entrez dans un domaine qui est la métaphysique. Démocrite n'est pas un métaphysicien, c'est quelqu'un qui nous dit « contente-toi du monde donné », c'est ce à quoi je vous invite d'ailleurs, c'est-à-dire se contenter du monde donné et considérer qu'il n'y a pas d'arrière-monde.
Ce sont des discussions que j'ai eues avec Régis Debray sur la question de la religion. Je crois qu'il est payé pour être à l'Observatoire des religions internationales, je ne sais quoi, et il ne savait pas ce qu'était la religion. On a eu une discussion tous les deux, je disais, ce serait bien que tu saches quand même, parce qu'il faudrait qu'on s'entende sur une définition minimale. On parle de religion du football, on dit le bouddhisme est-il une religion? Certains disent non, c'est une sagesse. Il faudra déjà dire que la religion, c'est ceci et pas cela. Moi, je pense qu'une religion, c'est une vision du monde qui suppose que le sens est à trouver en dehors du monde. Il y a donc, pour le dire dans l'expression de Nietzsche, des arrière-mondes, et que ce sont les arrière-mondes qui donnent sens à ce monde-ci. Donc un endroit où vous avez des âmes éternelles, un paradis, un enfer, un purgatoire, si vous voulez, ou des endroits qui sont des occasions de transmigration, de métempsychose, de métensomatose. Là, vous êtes dans une logique religieuse. Si vous êtes dans une logique métaphysique. Si vous êtes dans une logique physique, comme Démocrite, alors il n'y a que de la matière, alors il n'y a que du vide, et il n'y a que des agencements d'atomes dans du vide. Il n'y a que ça, nous dit Démocrite. Ça veut dire que si Dieu existe, Dieu est matière aussi. Et tout est mouvement en ce sens. Eh bien, il faut se faire à l'idée que la physique interdit la théologie, qu'elle interdit également la métaphysique, ou alors qu'elle rend possible Dieu, mais un Dieu matérialiste, un Dieu qui serait mouvement, qui serait identifiable au monde. On s'aperçoit qu'on est en train de congédier doucement la question de Dieu. On fait comme si on n'en avait pas besoin, et faire comme si on n'en avait pas besoin, c'est montrer qu'on peut vivre sans en avoir besoin. Première chose donc, rire de Dieu, et donc éloge de l'athéisme. Deuxième chose, c'est la corrélation, rire des religions, et faire l'éloge de l'immanence. Il y a donc, je vous disais tout à l'heure, des barricades qui sont l'occasion de dire que vous avez des collaborateurs et des résistants, que vous avez une droite et une gauche, que vous avez des spiritualistes et des matérialistes. Il y a des gens qui défendent la transcendance et des gens qui défendent l'immanence. La transcendance, par définition, elle a à voir avec un ciel des idées. On est toujours dans les amis des idées de Platon, il faut aller voir au-delà le sens de l'ici-bas. Et puis l'immanence dit non, la lecture du monde n'est pas verticale, la lecture du monde elle est horizontale. La vérité de ce monde-ci est dans ce monde-ci et nulle part ailleurs. Donc si on veut conjurer les religions, il faut augmenter la science au sens large du terme, c'est-à-dire augmenter le savoir, la connaissance. Tout doit être pensé, tout doit être réfléchi. Il faut faire de l'astronomie, de l'astrophysique, il faut faire de la biologie, il faut faire des biotechnologies, il faut s'intéresser à tout, à l'art, à la poésie, au cinéma, à tout. C'est-à-dire être dans une perspective encyclopédique, parce que l'encyclopédie, c'est la façon la plus efficace de lutter contre la religion ou le religieux qui, lui, se construit sur les arrière-mondes. On le sait, l'existence de Dieu est toujours corrélée à l'asservissement des hommes. Ça marche toujours comme ça. Il n'y a aucune religion qui libère les hommes. Toutes les religions les asservissent, et plus encore les femmes, qui sont les objectifs prioritaires de l'asservissement des religions, puisque la femme, c'est le désir, c'est le péché, c'est l'instinct, c'est la pulsion, c'est le corps, c'est toutes ces choses qui sont détestables, puisqu'il faut se défaire de ce monde-ci, puisqu'il faut se défaire du corps, et qu'il faudrait viser les arrière-mondes et l'union de ce qui reste d'arrière-monde en nous, c'est-à-dire l'union de l'âme immatérielle avec cet espace, inexistant bien sûr. Donc il s'agit de faire reculer les causes mythologiques pour faire avancer les causalités physiques, scientifiques, rationnelles. Et toute la bibliographie, elle est longue. On a parlé de 300 ou 400 livres de Démocrite, mais il y a une bibliographie. Alors évidemment, parfois les livres sont perdus, enfin c'est pas parfois, c'est qu'ils sont perdus, et on a une liste des titres. Et tous les titres, ou presque, commencent par cause de ceci, cause de cela, cause de ceci encore. On a des causes des phénomènes aériens, causes relatives au feu. C'est-à-dire que le travail du philosophe est un travail de causalité matérialiste. Si on veut faire reculer les religions, alors il faut augmenter les logiques de causalité physique, les logiques de causalité phénoménale. Et l'exemple pris par Démocrite, il sera développé par Lucrèce dans son magnifique poème de la nature des choses, en vers en plus. Vous imaginez être étant d'Heidegger écrit en alexandrin, enfin, on est quand même loin du compte, mais vous avez chez Lucrèce un long développement sur la question de la foudre. Alors on sait que la foudre était l'attribut de Zeus, et que Zeus se fâchait des hommes quand il a envoyé sa foudre sur Terre, quand il a envoyé l'éclair, et que tout lieu touché par la foudre était sacré de fait. Et on considérait que, eh bien, il y avait une corrélation entre l'arrivée de la foudre et le fait que les hommes n'aient pas fait les choses comme ils auraient dû les faire. Ce sont des idées qui n'ont pas véritablement changé. J'ai fait des conférences en Australie,
Et on m'a expliqué en Australie qu'il y avait une ville qui s'appelait Darwin, au nord, et que cette ville avait été plusieurs fois rasée par des ouragans, des tempêtes, etc. Et un certain nombre de gens bien intentionnés me disaient que c'était normal. Darwin, ayant créé l'origine des espèces, avait contrarié Dieu, qui lui est un créationniste, comme vous savez, et Dieu donc se vengeait en rayant de la carte. Darwin avait, enfin, pas en rayant complètement de la carte, mais en envoyant des tempêtes, ce genre de choses. Donc il y a encore aujourd'hui des gens qui sont dans des causalités fabuleuses, dans des causalités mythologiques, et qui pensent que, par exemple, un ouragan ne relève pas de phénomènes météorologiques, c'est-à-dire physiques, mais de causalité métaphysique. On n'a pas plus au Dieu, on n'a pas plus à Dieu. Et s'il nous arrive une catastrophe, une guerre, ce genre de choses, ou un tsunami, on a vu ça il y a quelque temps, eh bien le tsunami n'a pas des causes particulières qui seraient susceptibles d'être expliquées par la tectonique des plaques, mais on considère qu'on n'a pas assez prié, qu'on n'a pas été assez pieux, qu'on ne s'est pas comporté assez moralement, qu'on n'a pas été assez dans la mortification, et qu'il faudra en remettre un petit peu pour éviter que la prochaine fois Dieu recommence ce genre de choses. Donc cette causalité métaphysique, elle persiste, elle dure, et il y a des causalités physiques. Et Lucrèce nous dit, ben non, c'est sur les histoires de nuages, c'est l'électricité, c'est etc. Ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment. Et on sait bien que quand la foudre tombe, ça n'a à voir qu'avec des phénomènes physiques et qu'il n'y a rien qui ressemble à un dieu derrière. Sauf qu'on est très doué pour analyser le Dieu des autres, mais on est rarement doué pour analyser son propre Dieu. On est toujours très critique sur le Dieu du voisin, qu'on trouve toujours un peu sot, stupide, ridicule, mais le sien, en revanche, on le trouve très bien. On le trouve ridicule que, par exemple, Mahomet puisse écrire le Coran alors qu'il est illettré, mais on se dit ça quand même, c'est un peu fort, et en même temps, on pense que Dieu peut ouvrir la mer pour laisser passer son peuple, ou qu'on peut aussi ressusciter le troisième jour. Donc je crois qu'il faudrait imaginer que, ou c'est sot partout, ou c'est sot nulle part. Ceux qui pensent que c'est sot nulle part, la plupart du temps, sont bien plus agressifs que ceux qui pensent les choses autrement. Il y a toujours une collusion, je dirais, une cohésion des religions ou des religieux. Troisième chose, après qu'on ait ri de Dieu et ri des religions, il faut rire de l'inculture et faire l'éloge de la culture. L'inculture, c'est toujours ce qui fait que nous allons du côté des solutions les plus faciles, les plus sottes ou les plus stupides. Les réponses fabuleuses ou mythologiques procèdent toujours de la méconnaissance. La généalogie de la religion, il faut remettre ça en perspective avec le travail de Feuerbach, par exemple, c'est toujours l'ignorance et c'est toujours la crainte, ou c'est toujours l'impuissance. Feuerbach nous dit, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout, on n'est pas partout présent, on n'a pas le don d'ubiquité, eh bien, prenez ça, transformez ça en inverse, et vous aurez des qualités, ces qualités-là, vénérez-les chez quelqu'un, et vous aurez Dieu. On ne sait pas tout, Dieu est omniscient. On ne peut pas tout, Dieu est omniprésent. Nous, on est, on vit, on meurt, Dieu est éternel, il ne naît pas, il ne vit pas, il ne meurt pas, il est là depuis toujours. Dieu, il est partout. Nous, on n'est pas partout, on n'a pas le don d'ubiquité. Donc, l'impuissance des hommes est à l'origine de la généalogie de Dieu ou des dieux. Quand on a compris ce qu'était cette impuissance, quand on a saisi la nature de cette généalogie, alors on travaille sur l'augmentation de sa puissance et on congédie ou on conjure la fabrique des dieux ou la fabrication des religions. Les progrès dans la science, ce sont toujours des progrès de la philosophie matérialiste. Voilà pourquoi un philosophe matérialiste aujourd'hui est quelqu'un qui s'intéresse à ce que la neurobiologie a à lui dire, à ce que l'éthologie a à lui dire, parce que si on veut faire de l'éthique, eh bien on ne doit pas aller chercher du côté de la théologie, mais plutôt du côté de l'éthologie. C'est le comportement des animaux qui est susceptible de nous renseigner sur notre propre animalité et ce qu'on peut en faire, plutôt que la théologie et l'idée que des dieux auraient pu un jour nous donner un décalogue et qu'il faudrait obéir à ce décalogue parce que ce serait parole divine. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a de l'augmentation, je dirais, dans l'idéalisme, ou des progrès dans l'idéalisme, ce sont aussi des augmentations de religion ou des progrès dans la religion. Et tout ça est à mettre en relation avec le style obscur dont je parlais tout à l'heure. Et on a longtemps, et on stigmatise encore aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Héraclite l'obscur, et on ne le dit pas clairement parce qu'on ne l'associe pas à son nom, mais c'est régulièrement dit dans les textes qui nous restent sur Démocrite. Démocrite passait pour avoir une belle plume, pour avoir un style extrêmement élégant et pour avoir un style poétique. Il était clair, il était compréhensible par tout le monde. C'est intéressant, ça aussi, je pense, comme ligne de fracture, les philosophes qui obscurcissent le monde et les philosophes qui l'éclairent. La tradition des Lumières n'écrit pas dans un style fumeux ou enfumé. Cherchez un seul philosophe qui, dans la tradition de l'encyclopédie des Lumières du XVIIIe siècle, serait aussi difficile à lire que tel ou tel,
je n'aurai pas la cruauté de donner des noms, vous n'en trouverez pas. Voltaire, Diderot, Helvétius, d'Holbach, Lamétrie, l'abbé Mélier, tous ces gens-là sont extrêmement lisibles, c'est facile à lire. Il n'y a pas de complexité syntaxique, il n'y a pas de vocabulaire philosophique extrêmement compliqué, il n'y a pas de vocabulaire philosophique ultra spécialisé. Il y a simplement un style fluide, facile à lire, qui est, à mon avis, un signe distinctif du penseur matérialiste, du philosophe matérialiste. Je vous disais tout à l'heure que De la nature des choses de Lucrèce était écrit en vers. C'est tout de même une performance intellectuelle que d'utiliser la forme poétique pour manifester un contenu philosophique extrêmement dense, puisque la totalité de ce que nous savons de l'épicurisme, on le doit à Lucrèce et à son grand poème. Cinquième temps, il faut rire de l'idéal ascétique et faire l'éloge de l'hédonisme. La peur, l'angoisse et la crainte, ce sont les armes de la religion. Et les religions nous disent, en gros, mourrez de votre vivant, ce sera plus facile de mourir quand vous aurez à mourir. C'est Mithridate qui prenait un petit peu de poison tous les jours en disant « le jour où on voudra m'empoisonner, j'aurai été mithridatisé ». Et bien là, en gros, on vous dit « mourrez un petit peu tous les jours, et puis le jour de votre mort, vous verrez, ce sera plus facile ». Sauf que il n'y a pas de vie après la mort. Et il y a une vie avant la mort. C'est une évidence qu'on ne devrait pas avoir besoin de rappeler, mais pourtant c'est le cas. Il y a une tradition chez les idéalistes de ce que Nietzsche appelle l'idéal ascétique, c'est-à-dire la haine de soi, la haine du corps, des instincts, des pulsions, des passions, le mépris du corps des femmes, évidemment, du désir, du plaisir des femmes, et une célébration de tout ce qui est la pulsion de mort. Il y a une phrase que je veux vous citer parce qu'elle est assez effrayante, c'est une phrase de Platon dans le Phédon, 64b pour les sceptiques qui voudraient vérifier. Platon nous dit « Il faut pour le philosophe aimer la mort ». Il faut pour le philosophe aimer la mort. On ne peut pas mieux dire qu'il y a effectivement, chez les idéalistes, chez les spiritualistes, chez les religieux, dans les religions, une pulsion de mort qui est célébrée et qui est considérée comme architectonique de l'ensemble. Et ça marche pour toutes les religions. 3 religions sont construites sur la pulsion de mort, elles ne vénèrent à peu près que ça. Et Freud a raconté pourquoi et comment. Et Malaise dans la civilisation en fait bien la démonstration. Freud nous dit que toutes les civilisations se constituent avec les renoncements au désir et au plaisir. C'est parce que nous renonçons au désir et au plaisir que nous sublimons la création d'une civilisation et que nous constituons une culture et donc une religion. Et on voit bien donc qu'on ne peut fabriquer de la religion qu'avec de la pulsion de mort. Moi, je propose, avec les matérialistes, que nous envisagions plutôt la pulsion de vie comme antidote et comme remède à cette pulsion de mort. Et contre cette phrase de Platon, il faut pour le philosophe aimer la mort, je voulais vous proposer 2 phrases de Démocrite qui nous dit « Le mieux pour l'homme est de passer sa vie de la façon la plus heureuse possible et la moins morose ». Le mieux pour l'homme est de passer sa vie de la façon la plus heureuse possible et la moins morose. Et puis une autre citation « Les insensés vivent sans jouir de ce qu'offre la vie ». Les insensés vivent sans jouir de ce qu'offre la vie. Il s'agit donc de fabriquer ce que Épicure appellera le pur plaisir d'exister. Et pour ce faire, il faut travailler sur les désirs, travailler sur les plaisirs, et savoir que c'est en désirant mieux, et pas en désirant pas du tout, mais en désirant mieux, en choisissant les objets de son désir, qu'on est susceptible de fabriquer de la joie, parce que la joie, ça se construit, ça n'est pas donné. Et l'hédonisme, c'est une volonté. Il faut une volonté de jouissance, disons-le comme ça, pour que la jouissance puisse être là. Il faut fabriquer le bonheur pour que le bonheur puisse arriver. Dernier temps de cette proposition démocritéenne, il faut rire de l'avoir et faire l'éloge en ce sens de l'être. Ça c'est tout aussi d'actualité, encore que vous avez vu quelle actualité on peut donner au fait de rire des dieux, rire de la religion, rire de la mort et d'un certain nombre de choses. Est-ce que je devais vous parler de la mort? J'ai tué la mort? Non, on devrait y arriver un peu plus tard, normalement. Rire de l'avoir, donc, et éloge de l'être. Ce serait quand même bien que j'ai laissé de côté la mort. On vérifie. Rire des religions, rire de l'athéisme, rire de... Bon, je vais ramener la mort, de toute façon. Je vais ramener la mort. Il nous dit donc, Démocrite, qu'il faut fabriquer la joie, la construire, que l'hédonisme est donc un volontarisme, et qu'en ce sens, il faut savoir vers quels objectifs il faut tendre. Il faut fabriquer son existence. Il faut sculpter sa propre statue, disait Plotin, dans les Énéades, et je crois qu'il a raison.
on le sait très bien, et ça c'est une position que défendent à peu près tous les philosophes de l'Antiquité, et qu'il ne faut pas s'attacher au bien de ce monde. On n'est pas encore dans une civilisation évidemment matérialiste, dans une civilisation consumériste, matérialiste au sens trivial du terme, bien entendu, c'est-à-dire de culte de la matière, de l'argent, de ce genre de choses. Mais déjà à l'époque, on a une dialectique extrêmement intéressante entre une vie d'avoir et une vie d'être, une vie indexée sur l'avoir et une vie indexée sur l'être. Aujourd'hui, c'est bien pire encore, puisque pas mal de gens, du moins dans nos civilisations riches, opulentes et débordantes, post-industrielles, nous avons beaucoup et nous sommes peu. Et la plupart du temps, plus on a, moins on est. L'alternative, elle est plutôt là. Je ne veux pas dire que pour autant la richesse interdit d'être, mais elle dispense des vraies valeurs la plupart du temps. Je ne veux pas dire non plus que la pauvreté est l'occasion d'être dans les vraies valeurs. Ce n'est pas le cas non plus, mais je pense qu'il faut un certain type de rapport à l'argent, à l'avoir, aux biens, aux richesses, et aux honneurs et au pouvoir. Et je vais vous dire dans quelle mesure et comment. Il y a des désirs coûteux, nous dit Démocrite. Et il ne faut pas, et ça ce sera un grand leitmotiv des philosophies hédonistes, il ne faut pas chercher un plaisir dont on sait qu'il sera payé d'un déplaisir. Si on a plaisir à bien boire et puis qu'en même temps on a une gueule de bois pendant 3 jours, eh bien vaut mieux ne pas boire. Mais il vaut mieux boire modérément, vous direz un hédoniste. Ne pas boire du tout, vous direz Platon, évidemment. Mais je pense qu'il faut trouver une occasion de bonne mesure et savoir ce qu'on est susceptible de payer comme prix au plaisir qu'on va vouloir. Et il nous dit, désir coûteux, le désir d'avoir des enfants. Je vous le dis parce que vous devez tous en avoir. Démocrite nous dit « Beaucoup de risques considérables et beaucoup de soucis pour un rendement faible et sans consistance ni valeur. » Et pas écouter la fin, et sans consistance ni valeur. Et il donne des explications, et je souscris absolument à ces explications. Il nous dit, ils sont là, il faut s'en occuper, on a peur de leur santé, on a peur qu'ils disparaissent, on a peur qu'ils soient malades, il faut leur donner il faut leur consacrer du temps, il faut travailler, il faut amener de l'argent, ils veulent des jouets, des Nintendo, ils veulent des Nike, ils ont des boutons, il y a l'âge ingrat, ils veulent ceci, ils veulent cela, il faut rentrer dans l'existence, ils fument trop de hashish, ils boivent trop avec les copains, ils font des sottises avec les scooters, et ce genre de choses. Difficile d'être philosophe et de conserver son ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble et la sérénité consubstantielle au philosophe quand on a des enfants. Il nous dit donc faire des enfants, c'est renoncer à sa liberté et à sa tranquillité. Donc on rira, bien sûr, de la famille. Désir coûteux également, le désir d'argent. Il faut une bonne distance avec l'argent. Démocrite a entretenu un rapport intelligent à l'argent à 2 reprises. Il y a des anecdotes qui nous renseignent sur ce sujet-là. Il hérite d'un père riche et il a des frères et il prend une somme en liquide et il fait son voyage. Et il épuise l'argent paternel dans les fameux voyages en Inde et du côté des mages chaldéens. Si on va voir les gymnosophistes et les mages chaldéens, il épuise l'argent puis il revient. Et puis voilà, il n'a plus d'argent. Et puis, on se moque de lui, évidemment, quand il nous dit que l'argent n'est pas intéressant, important, ou que ce n'est pas l'essentiel d'une existence. Et comme il était très doué en tout, je vous disais tout à l'heure qu'il était assez encyclopédiste, doué dans les phénomènes célestes, dans l'astronomie, il fait des prévisions météorologiques et il voit que dans quelques jours, il va arriver une canicule qui va griller les champs d'oliviers. Et donc il achète, en prévision de ces choses-là, il achète des champs d'oliviers, des olives, etc. Il spécule sur les olives et les champs d'oliviers. La météo grille les champs et d'un seul coup, ça coûte extrêmement cher de trouver de l'huile, des oliviers, etc. Et alors évidemment, il aurait pu faire fortune. Et il redonne ce titre en disant, voilà, j'aurais pu, si j'avais voulu, être aussi sot que vous, en étant aussi riche que vous, voire plus riche que vous. Donc si je voulais, je serais riche. Mais si je suis pauvre, ce n'est pas parce que je ne peux pas être riche, c'est parce que je ne veux pas être riche. Ça ne m'intéresse pas. Il y a autre chose à faire que ce genre de choses. Donc on se rira de l'argent comme d'une obsession. C'est trop coûteux pour en avoir, et puis quand on en a, souvenez-vous, le savetier financier, c'est trop coûteux pour le conserver. On en a, on veut le faire fructifier, et c'est trop coûteux aussi en temps et en énergie de placer, de regarder, de ce genre de choses. Donc il faut trouver la bonne distance avec l'argent, et là, on a 2 philosophes qui sont l'occasion de réfléchir aujourd'hui sur notre rapport à l'argent, Diogène ou Aristippe de Cyrène, qui sont un triangle magnifique, Diogène, Aristippe et Démocrite. Diogène a affecté de ne pas aimer l'argent et n'en voulait pas.
Pas du tout. On sait qu'il vivait dans une amphore, on dit un tonneau, mais ce n'est pas un tonneau, le tonneau est une invention gauloise, donc par définition c'était une amphore grecque à Corinthe ou à Sinope où il vivait, et des grandes amphores où on mettait de l'huile ou du vin. Et il affectait de ne rien avoir, mais rien du tout. On connaît l'anecdote célèbre, elle est peinte d'ailleurs par Poussin dans une superbe toile. Diogène avait un vêtement qu'il doublait l'hiver et qu'il gardait simple l'été, un bâton pour écarter les emmerdeurs, et puis une petite écuelle. Et puis il buvait de l'eau avec son écuelle, et puis il disait voilà, on prend ce qui vient, quoi. On a des baies, on prend les baies, on mange les baies, il y a un peu d'eau, on prend l'écuelle, voilà, on boit. On a un petit besoin sexuel, on se masturbe sur la place publique, c'était aussi ça. Diogène dit il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et il voit un enfant qui boit dans ses mains. Et Diogène se dit mais comment ai-je pu passer autant d'années avec un objet inutile? Et il jette son écuelle. Poussin a fait une peinture magnifique de ce moment de l'histoire des idées, de la philosophie. Et Aristippe dit mais c'est être esclave de l'argent que d'affecter de ne pas l'aimer. Dernier moment, enfin dernière occasion de rire, le commerce avec autrui. Ça a été l'occasion pour Démocrite de passer pour un misanthrope, ce qui n'a pas été vraiment, je pense. On peut être au clair sur la méchanceté des hommes sans pour autant être un misanthrope. On n'est pas obligé de les détester tous, mais on peut du moins savoir qu'ils sont méchants. Et il a été un personnage qui a considéré qu'il valait mieux vivre en retrait, vivre caché. Je vous disais tout à l'heure qu'il vivait dans sa petite cabane dans son jardin, très loin, à l'écart. Et quand il vient à Athènes, sur l'agora où Socrate fait ses démonstrations et ses performances, eh bien, il ne se fait pas reconnaître. C'est pas quelqu'un qui s'en vient dire « je suis Démocrite d'Abdère », il vient, il écoute, il regarde, il s'en retourne, il s'en va. Il vit dans la discrétion, il considère qu'effectivement, la bonne distance, c'est vraiment l'occasion d'une vraie sagesse, qu'il faut se rire du commerce des hommes. Et la bonne distance, Schopenhauer raconte une anecdote qui est intéressante, qui est l'anecdote des porcs épics. Et il nous dit, nous sommes des porcs épics, c'est-à-dire que quand on se rapproche parce qu'on a froid, eh bien on se pique. Alors comme on se pique, on s'écarte, parce qu'on se pique, mais alors à ce moment-là on a froid, donc comme on a froid, on se rapproche. Et il dit, voilà, c'est toujours comme ça avec les gens, c'est-à-dire soit on est trop près et la proximité est une promiscuité, soit on est trop loin et la solitude est pesante et douloureuse. Mais comme on est dans l'excès à chaque fois, il faut trouver la bonne distance, dit Schopenhauer, la bonne distance. Et il appelle ça, non c'est pas il, c'est moi, j'appelle ça le maîtrise, c'est-à-dire la bonne distance, c'est-à-dire, lui il appelle ça la politesse. Juste ce qu'il faut pour pas trop loin, pas trop près non plus, et c'est la politesse. Il faut trouver une politesse. Nietzsche parlait du pathos de la distance. Il faut le pathos de la distance parce qu'on se brûle à trop d'autrui et on se brûle aussi d'un feu froid de trop peu d'autrui ou de pas assez d'autrui. Donc il faut une vie de méditation dans sa cabane. Conclusion, je conclus sur ce sujet-là. Vous voyez que je vous propose une méditation sur Démocrite, mais vous aurez vu combien toutes les réflexions sur la question de la vie, de la mort, de l'amour, de l'argent, etc., tout ça est susceptible d'être pensé aujourd'hui. Par exemple, la question de la mort. Eh bien, quand on est dans une logique physique, je vous disais tout à l'heure qu'on laisse de côté la métaphysique. La mort fait peur. On considère qu'effectivement, c'est le génie musagète, disait Schopenhauer, qu'elle nous inquiète, qu'elle nous taraude, qu'elle nous travaille. On a peur de ce qui va se passer après. On a peur de souffrir, on a peur d'un châtiment éternel, on a peur de mille choses. Et Démocrite le premier, les matérialistes aussi, ensuite nous disent la mort, ça n'est jamais qu'un phénomène matériel. Vous êtes composé de matière, il y a un composé atomique qui fait que vous êtes vous, avec votre nom et votre prénom. Avant, ce composé-là n'existait pas, la matière existait déjà, la matière qui vous constituait, elle existait déjà. L'agencement n'existait pas, mais de toute façon, l'agencement qui vous faisait petit bébé dans votre berceau, il n'existe plus non plus. Et tout est en mouvement en permanence, puis il y a un moment où cet agencement il disparaîtra complètement, mais vous continuerez à survivre sous forme de pissenlit, on pourrait dire. On pourrait dire, mais quelle bonne aventure vous êtes en train de me proposer là. L'immortalité de la matière, c'est bien, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est plutôt l'immortalité de mon agencement. Oui, mais c'est comme ça. Et Démocrite nous dit, ne craignez pas la mort. Elle n'est pas à craindre, parce que, Épicure nous le dira un petit peu plus tard, elle n'est pas à craindre parce que si vous êtes là, elle n'y est pas, si elle y est, vous n'y êtes plus. Et donc, ce qui vous inquiète, c'est pas la mort, c'est d'avoir à mourir. Parce que la mort, c'est assez facile, c'est relativement facile de mourir. C'est l'affaire de 3 secondes. En revanche, d'avoir à mourir, de savoir qu'on va mourir, de savoir qu'on va mourir bientôt ou qu'il nous reste peu d'années à vivre, alors ça, c'est angoissant.
Et les matérialistes ont la parade pour ces choses-là, puisqu'ils vous disent, mais de toute façon, oui, mais il ne s'agit pas de se pourrir l'instant, ça aussi c'est une leçon hédoniste, de se pourrir l'instant avec le passé ou avec le futur. Donc pas besoin de vous pourrir l'instant, qui doit être magnifique, c'est le pur plaisir d'exister d'Épicure. Il doit être magnifique, vécu pleinement, parce que si vous pourrissez votre instant avec des souvenirs, avec une mémoire, avec des choses qui auront eu lieu, donc avec du ressentiment, avec de l'envie, de la méchanceté, des vieilles jalousies, des haines recuites, tout ce genre de choses, vous allez vous pourrir l'existence. Même chose, si vous êtes, non pas dans l'instant, mais que vous êtes dans demain ou dans après-demain. Vous allez mourir, nous allons mourir, mais ce n'est pas tout de suite. Donc ce sera bien assez de temps, et assez tôt, et assez l'heure, de penser cette question-là quand elle arrivera. Leçon de sagesse, leçon définitive de sagesse. Donc, petite synthèse, il nous donne 2 leçons pour l'ici-bas. Dieu n'existe pas, il n'y a que de l'immanence. Les religions sont des fables, il n'y a que du réel. 2 leçons pour la connaissance aussi, l'inculture est la source de tous les maux, éloge du savoir donc. La mort n'est pas à craindre, éloge de la sérénité. 2 leçons hédonistes, l'idéal ascétique nous fait mourir 2 fois, et on n'a qu'une existence, éloge de la joie donc. Et puis vouloir l'avoir nous prive de bonheur, et donc éloge de l'être. Voilà ce qu'il nous dit en son temps, et il me semble que tout ça est susceptible d'une actualisation, d'une actualité pour aujourd'hui. Vous voyez comment, avec votre existence, vous pouvez le faire. Moi, je propose toujours une critique de Dieu et de toutes les religions. Ça suppose l'athéisme militant, une critique de l'inculture et de son empire, ça suppose une philosophie matérialiste, une critique des morales de l'idéal ascétique, ce qui suppose des sagesses hédonistes. Pas faire d'enfants, pas être obsédé par l'argent, pas être obsédé par le pouvoir, les honneurs, les richesses, ou ce genre de choses. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai une petite liste à vous faire au cas où vous auriez envie de travaux pratiques. Et je pensais à Jean-Michel, mais il faut que je donne quand même des objets dont on pourrait rire. Donc j'ai fait une petite liste. Hein. Alors voilà ce que je vous propose. Donc rire de Dieu, rire des prêtres, rire du clergé, rire des religions, rire des églises, rire de Jéhovah, rire de Jésus, rire de Mahomet, rire du Talmud, rire de la Bible, rire du Coran, rire des bouddhistes, rire des hindouistes, rire du Dalai Lama, rire du pape, rire des imams, rire des moines, rire des bonnes sœurs, rire des ayatollahs, rire des mollahs, rire des femmes voilées, rire du paradis, rire de l'enfer, rire du purgatoire, rire de la mort, rire des sots, rire des abrutis, rire des incultes, rire des journalistes, rire des universitaires, rire des prétentieux, rire des crétins, rire des imbéciles, sont souvent les mêmes. Rire des tristes figures, rire des peines à jouir, rire des empêcheurs de jouir, rire des pères de famille. Ça vous fait moins rire. Rire des mères de famille, rire des femmes enceintes, rire des politiciens, rire des rois, rire des présidents de la République, rire des ministres, rire du moindre conseiller municipal, rire des banquiers, rire des notaires, rire des agents immobiliers, rire des joueurs de golf, rire des footballeurs, rire des traders, rire des comptables, rire des policiers, rire des gendarmes, rire des flics, rire des militaires, rire des platoniciens, rire des philosophes idéalistes, rire des spiritualistes, rire du grand rire des anarchistes, et finir un jour par mourir de rire, certes, mais du moins avoir vraiment vécu. Merci beaucoup.